Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bonne matinée, bienvenue dans notre matinale d'infos en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, avec TV5 Monde et les Indés Radio qui regroupent 130 radios sur tout le territoire. Dans un instant, c'est la première partie de cette matinale d'infos avec le JT des territoires et le club des éditorialistes. Puis vous retrouverez la deuxième partie de cette matinale d'infos avec Territoire d'info. Notre invité ce matin, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. A tout de suite pour le journal télévisé des territoires. Et on démarre ce JT des territoires avec Emmanuel Macron qui est de retour ce matin à Paris. Il a quitté les Antilles après 2 jours auprès des sinistrés de l'ouragan Irma. Après Saint-Martin, il était hier à Saint-Barthélemy. Il y a annoncé des aides d'urgence et entendu la colère des résidents à l'occasion de plusieurs bains de foule. On écoute un extrait d'un de ces échanges musclés avec une habitante de Saint-Barthélemy au micro de notre partenaire de TV5 Monde. Moi j'ai l'impression, sincèrement monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas. Pas après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Mais c'est pas monsieur Macron, ce que vous voulez. Monsieur Macron, pour moi de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, pour moi vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Moi c'est... Mais j'avais besoin de vous le dire entre 4 yeux, sincèrement. Je suis là pour ça aussi. Parce que je ne mens pas. Mais moi non plus, donc je suis là aussi. Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez dans un an et que vous revoyiez. Mais je voudrais même revenir avant un an, parce que ça fait tard. 6 mois. Dans 6 mois. Ouais, dans 6 mois. Je pense que je reviens avant. 6 mois. Et je serai là. Je serai là. Lila. Mais croyez-moi, monsieur Macron, dans 6 mois, si c'est construit, je vais vous appeler monsieur le président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi monsieur Macron, Emmanuel. Je le ferai. Vous avez tout intérêt, parce que je suis une chieuse aussi. Pas pour que vous... Est-ce que je peux plus me permettre de vous dire que ça se voit un peu. Ah bah. Mais je ne vous demande pas de changer pour autant. Mais je ne changerai pas à 43 ans, croyez-moi. Voilà un extrait donc d'Emmanuel Macron qui était interpellé hier. Toutes les femmes pourraient désormais devenir mères, tout à fait autre chose maintenant. C'est dans ce sens que va l'annonce faite cette semaine par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle promet en effet l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. La mesure faisait partie des réformes souhaitées par le candidat Emmanuel Macron avant son élection. Qu'est-ce qu'on en pense en Occitanie ? Laura Uricel pour TV Sud a recueilli quelques réactions. La PMA, le fait pour une femme d'avoir un enfant artificiellement à partir d'un don de sperme, devrait bientôt être ouvert à toutes les femmes. L'annonce du gouvernement fait réagir dans les rues de Montpellier. Alors, pour ou contre ? Je suis quand même plutôt pour que contre, parce que la société a changé au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut tout simplement suivre notre époque. Je trouve que c'est bien de penser aux droits des femmes, parce que le droit des femmes c'est important dans notre pays, et dans certains pays les femmes sont oubliées, c'est ça. En tant que catholique, je suis contre tout ce qui est procréation in vitro et insémination, surtout si ça vient d'un autre homme que le mari de la dame. Donc non, à la base je suis contre, mais je trouve que c'est encore pire si on l'ouvre aux homosexuels et aux femmes seules, parce que ça va aussi toucher les enfants, tandis qu'avant les enfants n'étaient pas réellement touchés. Moi je suis plutôt contre, bon, ça veut dire que je suis homophobe, mais pour moi vraiment un enfant a besoin de l'amour d'un père et d'une mère, enfin, c'est plutôt élémentaire. Le couple ne constitue pas la liberté de la femme, c'est la femme qui assume son destin elle-même. C'est beaucoup mieux que d'avoir des enfants dans les orphelinats parce qu'ils n'ont pas de parents, donc je pense qu'une personne seule peut parfaitement bien élever les enfants. Actuellement, la PMA n'est réservée qu'aux couples hétérosexuels infertiles. L'élargissement à toutes les femmes devrait être présenté au Parlement dans le cadre des révisions de la loi bioéthique en 2018. Voilà, on reste en Occitanie avec tout à fait autre chose. C'est le parti indépendantiste catalan qui a mis en marche la dernière phase de la campagne pour le référendum d'autodétermination. Au programme, lecture de communiqués, hymne des pays catalans et le bilan de la Diada, la fameuse fête nationale catalane qui avait lieu le 11 septembre. Avec un grand nombre de personnes qui ont assisté au cortège, cet engouement populaire donne espoir au parti quant au référendum qui se déroulera, vous le savez, le 1er octobre prochain. Alizé Marty pour TV Sud.
Le parti indépendantiste catalan de la CUP s'est réuni pour dire oui. Objectif, lancer la dernière phase de la campagne pour le référendum d'autodétermination de la Catalogne, de quoi donner des idées à la branche locale du parti. Ce vent nouveau qui souffle du côté de Barcelone et de sa région, pour nous c'est important parce que voilà, ça pourrait nous servir un petit peu de marchepied pour au niveau local dire qu'il faut du changement aussi. Une réunion qui a également permis de faire le point sur la Diada, la fête nationale catalane, qui avait lieu le 11 septembre dernier dans un contexte de crise politique espagnole. Près d'1 million de personnes avaient défilé à Barcelone. Une mobilisation populaire qui est incroyable. Des gens qui décident de se mobiliser, de sortir dans la rue pour porter un message politique clair. Ils veulent une alternative à la politique actuelle et cette alternative pour eux passerait par la création d'un nouvel État. Le référendum aura lieu le 1er octobre prochain malgré l'interdiction des institutions espagnoles. Voilà, on ouvre une page écologie maintenant dans ce journal. Les grandes métropoles étaient réunies à Marseille pour évoquer la question du tri sélectif. Une question cruciale, notamment à Marseille, où la situation s'améliore. Mais la France a encore beaucoup de retard dans ce domaine. Manon Mujica pour Provence Azur TV y était. 21 kilos, c'est le poids d'emballage ménager qu'un métropolitain trie chaque année. Un chiffre peu élevé. Dans une ville comme Aix, on trie 2 fois moins qu'à la campagne et beaucoup moins que dans le nord. Globalement, les performances du sud sont toujours un peu inférieures aux performances du nord. Il y a des phénomènes peut-être culturels. Alors si je vais même en Allemagne, l'Allemagne ou la Suède ou la Norvège ont des habitudes de tri qui sont plus développées que les nôtres, même à Paris. Néanmoins, les villes du sud se mobilisent. Elles ont conscience. Et quand on est ici à Marseille, quand on voit la beauté de ce site, tout le monde est conscient qu'il y a un enjeu de propreté, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu économique, parce que c'est aussi un secteur qui est en développement, qui peut créer des emplois. Et donc moi, je suis confiant sur le fait que le Sud est en train de se mobiliser pour rattraper son retard. Rattraper son retard, c'est justement l'enjeu de la conférence des métropoles du tri. Elle s'est tenue aujourd'hui au Pharo à Marseille. Objectif, trouver des solutions pour inciter les citadins à mieux séparer leurs déchets. Faire prendre conscience qu'il est important d'avoir un geste responsable pour améliorer la qualité du tri et surtout réduire le volume des ordures ménagères. Ça passe par l'augmentation des colonnes d'apport volontaire, et de façon à ce que ce soit plus facile pour le concitoyen de faire ses apports par la sensibilisation, la communication. L'an dernier, 300 colonnes à verre ont été déployées sur le territoire. Une fois collectés, les déchets partent au centre de tri des Pennes Mirabeau, le principal dans la métropole, insuffisant pour certains. Les Pennes Mirabeau servaient pour le CT1. Là maintenant nous sommes métropole, donc nous avons besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus performant. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un marché et un appel aux entreprises pour savoir qu'est-ce qu'on nous propose pour toute la métropole. Alors savoir si on va en faire une, deux, etc. Ça, la décision politique n'est pas encore tout à fait finalisée, mais si nous voulons réduire les déchets, si nous voulons avoir des villes qui soient propres et autres, il faut faciliter, il faut réduire les déchets pour avoir un peu moins de poubelles dans la rue. Pour y parvenir, la métropole dispose d'un budget de 230 millions d'euros, entièrement dédié à la propreté et au traitement des ordures. L'agriculture change et avec la méthanisation, c'est une nouvelle facette de l'énergie verte que nous allons découvrir maintenant. Un exemple au sud-ouest des Vosges, sur la commune de Lamarche, où une famille qui jusque-là vivait de l'élevage de vaches laitières a décidé d'investir dans une unité de méthanisation pour pérenniser l'exploitation et la transmettre à ses enfants. Marie-Danielle Rogovitz, Ludovic Bizilla et Thierry Lasson pour Vosges Télévisions. L'agriculture change et se diversifie. Exemple au sud-ouest des Vosges, à Lamarche. Damien, son épouse Sylvie et Christian, 3 associés d'une même famille et 2e génération de paysans, vivaient jusque-là de l'élevage d'une centaine de vaches laitières. Mais ils ont décidé d'investir dans la méthanisation pour préparer l'avenir. On a voulu installer les jeunes, les enfants qui étaient là sous l'exploitation et trouver un revenu supplémentaire pour conforter l'exploitation agricole. Pour la méthanisation, la matière première est à portée de main dans ces grands silos du lisier, du maïs et de l'herbe fermente pour dégager du biogaz riche en méthane.
Donc ce biogaz-là se dirige vers un moteur de cogénération. Donc c'est un moteur thermique comme les moteurs de camion qui va produire de l'électricité au lieu d'entraîner des roues et qui va produire de la chaleur avec les gaz d'échappement ou le circuit de refroidissement. Au final, l'électricité est vendue à ERDF, ici l'équivalent de la consommation de 5500 habitants. Et un deuxième moteur va permettre de tripler la production. La chaleur est aussi recyclée. Déjà en priorité pour la salle de traite, donc l'eau chaude et puis la chaleur l'hiver. On a un séchoir multiservice, donc on sert pour sécher beaucoup de produits, on fait de la prestation, sécher du maïs, du sarrasin, de la luzerne en ce moment. La France compte 500 unités de méthanisation, c'est peu car l'Allemagne en a plus de 8000, mais le marché allemand est saturé. Nous avons eu aussi des restrictions pour le développement des installations en Allemagne. Alors nous avons trouvé un partenaire en France pour pouvoir développer le marché français ensemble. 14 unités de méthanisation fonctionnent dans les Vosges, 14 sont en construction. La Chambre d'agriculture soutient ces projets. C'est un moyen de pérenniser, développer l'emploi, développer l'économie et l'investissement, tout en prenant une part importante dans le mix énergétique et dans l'énergie verte. Damien, Sylvie et Christian auront pris le risque d'investir 3 millions d'euros dans ce projet, aidé à 10% par l'ADEME, la région et l'Europe. La méthanisation leur a permis de créer sur l'exploitation 4 emplois pour leurs enfants. Voilà, opération séduction à La Réole en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. La ville organise ce week-end une journée porte ouverte pour mettre en lumière son patrimoine immobilier et son accessibilité. L'objectif, c'est inciter un maximum d'habitants de la métropole à venir s'installer dans la cité médiévale. Pas facile d'attirer les travailleurs bordelais à plus de 70 km du centre-ville. Depuis 2012, ce sont pourtant près de 300 métropolitains qui s'y sont installés. Et Franck Poirot pour TV7 en Gironde nous raconte cette histoire. Il est 9h30 lorsque Cécile Dumas se rend à la gare de La Réole pour prendre son train. Direction Poitiers via Bordeaux pour un rendez-vous d'affaires. Après 15 ans passés à Toulouse, cette commerciale dont la société est basée à Agen a jeté son dévolu sur cette petite ville du sud Gironde. Dans le cadre de son activité professionnelle, cette jeune femme active se rend régulièrement à Lille ou même Paris. Ce choix d'habiter La Réole peut donc paraître surprenant et pourtant... Agen, La Réole, c'est 40 minutes. Mon entreprise est à l'entrée d'Agen, donc c'est très facile avec l'autoroute. Et après, ici, il y a la gare, il y a Bordeaux qui est à 60 km, donc en train, on met 30 minutes. Et après, il y a Paris qui est du coup à 3h, 3h15. Donc c'est super facile, vous allez arriver à Montparnasse. De Montparnasse, il y a le métro, il y a le RER. Cécile Thomas est donc devenue propriétaire d'une maison à La Réole en novembre dernier. Un choix de raison selon elle, notamment grâce au cadre de vie, la proximité immédiate d'une ligne ferroviaire en connexion directe avec Bordeaux et un prix de l'immobilier peu onéreux par rapport à la métropole. Certains nouveaux réolais sont même si convaincus du potentiel de leur ville qu'ils n'ont pas hésité à investir pour faire du locatif. C'est le cas de Sandra Grisez. Elle et son mari sont artisans dans le bâtiment. Leur activité est située en plein cœur de Bordeaux. Ils ont racheté cette maison qu'ils sont en train de restaurer. Juste à côté, une partie du bâtiment sera transformée en appartement de 100 mètres carrés, un futur T4 qui sera loué à une famille. On a fait aussi notre petite enquête, on s'est renseigné, on s'est adressé à des agences immobilières qui croulent sous les demandes d'appartements type minimum T3 jusqu'au T5 voire T6, parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées qui cherchent ce type de logement et qui aujourd'hui n'en trouvent pas sur La Réole. Le budget transport coûte une centaine d'euros par mois, une dizaine de trains par jour relient La Réole à Bordeaux. La Réole propose un véritable cadre de vie apaisé, des commerces et tous les services administratifs. Elle possède un collège et un lycée. Pour attirer ses citadins, le maire Bruno Marty a mis l'accent sur l'offre culturelle. Son idée, redynamiser l'économie de sa ville en attirant de nouveaux habitants. L'objectif, effectivement, c'est d'amener une population effectivement avec un autre pouvoir d'achat. On essaye d'attirer les populations aujourd'hui qui sont en train de quitter Bordeaux pour différentes raisons, les bouchons, mais pas que, parce que je pense qu'aussi il y a se retrouver dans une petite ville, on est moins pion comme ça que dans Bordeaux. Aujourd'hui, La Réole compte 4500 habitants, c'est 300 de plus par rapport à 2012, avec une accélération des arrivées depuis un an maintenant. Objectif pour la municipalité, atteindre dans quelques années 5000 habitants. Voilà, l'opération Devenez propriétaire à La Réole, ça se passe ce samedi à partir de 9h du matin. Voilà, le JT des territoires se poursuit. À 8h, c'est Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, que nous recevons. Dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse. Mais tout de suite, les journaux en région aujourd'hui.
Voilà les unes de la presse quotidienne régionale consacrée en grande majorité ce matin aux Jeux Olympiques et à Paris 2024 avec, on démarre le Républicain Lorrain, la France gagne son pari olympique et Bertrand Maillard écrit « C'est fait, la France va devenir le centre du monde à l'été 2024. Il faut espérer que ce cadeau n'est pas empoisonné. Ce n'est pas pour assurer leur notoriété que la France et Paris ont tant bataillé. Alors quoi ? La promotion du sport, l'internationalisme olympique, soit, mais aussi un grand enjeu d'aménagement du territoire. Nous en parlerons avec Nathalie Moret de l'Est républicain dans un instant dans le club de la presse. Pour le courrier Picard, Paris gagnant, c'est officiel, Paris accueillera donc les Jeux Olympiques en 2024 et la Picardie compte aussi en profiter. Pour l'Ardennais, c'est gagné avec une photo de l'Arc de Triomphe après un siècle d'attente et 3 échecs. Paris a décroché l'organisation des Jeux. Le sacre de Paris pour Ouest France avec une photo de Tony Estanguet, le vent, le point hier à Lima. Et puis pour le Télégramme, c'est Paris gagné. Même si Hubert Coudurier, un habitué, un éditorialiste de cette matinale d'info, également le directeur éditorial du Télégramme, choisit lui de consacrer son éditorial aux réformes et à la loi travail. La réforme en cours n'est qu'un des leviers utilisés par le gouvernement, écrit-il, pour obtenir des résultats. Ce qui est reproché aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, on peut discuter dans le détail. Mais on ne peut nier une volonté de sortir du statu quo en bousculant les conservatismes et en déplaçant les lignes, quelles que soient les maladresses d'expression. Fini Hubert Coudurier. Pour la dépêche du midi, on revient au JO, c'est JO Paris, médaille d'or. Et puis pour le Midi Libre, c'est le Paris gagnant avec la photo de Tony Estanguet. L'écho de Haute-Vienne, Jeux Olympiques 2024, Paris au finish. Et puis, pour la République des Pyrénées, c'est Merci Tony qui a été choisi pour mettre en une de ce journal qui appartient au groupe Sud-Ouest. Pour Sud-Ouest, d'ailleurs, le voici, Paris Olympique, avec cette même photo de Tony Estanguet. Et puis pour Nice Matin, c'est Irma. Après Irma, il rentre à Villeneuve. On s'en va, disent-ils, installé à Saint-Martin depuis 5 ans. Valérie et sa famille ont tout perdu. Ils reviennent à Villeneuve-Loubet et ont besoin d'aide pour se reconstruire. Nice Matin a choisi de les suivre ce matin. Pour la Provence, c'est une interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon. Marseille, la France et moi, rien que ça, à la une de la Provence. Pour la Voix du Nord, c'est les facs victimes de leur succès. On en parlera tout à l'heure sans doute avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Dans quelques minutes, quelle solution pour réguler des filières engorgées? Enfin, on termine avec la Charente libre, santé, l'exil forcé des étudiants étrangers, futurs médecins, dentistes, kinés, pharmaciens. De plus en plus de jeunes partent étudier à l'étranger, notamment en Belgique et en Roumanie. La sélection y est moins rude, mais la poursuite de ce rêve a évidemment un coût. Santé, l'exil forcé des étudiants à l'étranger pour la Charente libre aujourd'hui. Voilà, sans transition, on passe au club de la presse ce matin avec Nathalie Moret de l'Est républicain. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Je le disais il y a un instant, on va parler avec vous de Paris 2024, des Jeux Olympiques à Paris, mais pas seulement, vous dites. On va en parler dans un instant. Et puis avec Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes ici représentant la Gazette des communes, des départements et des régions. Vous en êtes le directeur des rédactions. C'est la campagne sénatoriale qui va mettre en valeur, au fond, des élus assez particuliers, les conseillers municipaux. On va parler d'eux dans un instant. Nathalie Moret, l'Est républicain, sous l'impulsion de Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques modernes ont vu le jour en juin 1894 à Paris. C'est fait en 2024, ils reviennent à Paris. La question pour vous, que vous posez ce matin dans l'Est républicain notamment, c'est JO de Paris ou JO de la France ? Alors on a eu une interview assez intéressante d'un historien du sport qui nous explique qu'aujourd'hui l'attribution des Jeux Olympiques, c'est pas seulement à une ville, mais c'est à des villes mondes. Puisqu'aujourd'hui l'événement est tellement énorme, tellement mondial qu'en fait il surpasse les villes qui l'accueillent. Ça c'est la première raison. Mais vous venez Cyril de décrire les unes de toute la presse quotidienne régionale, à 2 exceptions près. Toutes titres sur les Jeux Olympiques qui sont attribués à Paris. J'allais dire CQFD. Première raison. Deuxième raison, Anne Hidalgo, hier soir, a dit cette phrase que je trouve tout à fait symbolique. Elle a dit c'est une chance extraordinaire pour les Français
et pour les Parisiens. C'est-à-dire qu'elle met les Parisiens en seconde position. Ensuite, c'est habile. Il y a environ 100 000 tweets qui ont circulé la nuit dernière pour se féliciter de l'attribution des Jeux Olympiques à Paris. C'est pas simplement des Parisiens. Ensuite, je vais terminer brièvement, mais pour vous dire aussi que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 n'auront pas simplement lieu à Paris, mais aussi à Marseille, et qu'ils vont irriguer sur tout le territoire parce qu'on a en France le maillage territorial au niveau du sport, l'un des plus denses du monde. Nathalie Moret, Guillaume Doyen, le grand spécialiste des territoires, à la tête de la Gazette des communes, des départements et des régions, mais aussi dans cette matinale d'info. On le retrouve, vous le savez, très régulièrement. Est-ce que les élus dans les territoires pensent ça, Guillaume Doyen ? Je ne crois pas qu'il soit exactement... Alors c'est un peu lointain encore pour eux, cet événement. Évidemment, tous ne vont pas en tirer profit ou bénéfice, mais Nathalie a raison de dire que ça dépasse quand même très largement le cadre de la petite capitale parisienne, petite par la superficie, on n'a que 105 km² à Paris, c'est rien. Ça doit irriguer à minima, je dis bien à minima, toute la région parisienne, et booster la construction de cette grande ligne, de ce qu'on appelle le super métro, si vous voulez. Ça peut être un élément structurant aussi de la région capitale, cet événement. Marseille, oui, c'est important, et elle a raison de rappeler quand même que ça ne peut plus se faire qu'à l'échelle de ville-monde maintenant. Qu'est-ce qu'en pensent les élus des petites communes, des petites collectivités locales que vous connaissez bien ? Je veux vous dire, là-dedans, ils sont quand même aujourd'hui plongés dans d'autres soucis. Donc des JO à l'échéance 2024, c'est loin pour eux. C'est loin pour eux. Je ne doute pas qu'un certain nombre très amateurs de sport en soient ravis, si vous voulez, pour leur pays. Mais je ne crois pas que dans l'exercice quotidien de leur activité, ce soit central. Alors, il y a des risques quand même à l'organisation de ces JO à Paris, Nathalie Moret, des risques de dépassement d'un budget annoncé de 6,8 milliards d'euros. 6,8 milliards d'euros. Alors, je pense que quand on parle d'événements comme ça aussi considérables, il faut parler évidemment de ce qu'on dépense, mais il faut aussi parler de ce que ça rapporte. Aménagement, construction, création d'emplois, augmentation du tourisme. Absolument. Je crois que l'attractivité qu'il va y avoir pour le territoire français dans les années qui vont précéder et qui vont suivre les Jeux Olympiques sont considérables. Barcelone, en 1992, on voit bien que ça a boosté complètement la ville. Avec des dérapages. Avec des dérapages, certes, mais quand même aujourd'hui, même quand vous allez à Barcelone, l'esprit olympique est sur toute la colline de Montjuïc qui est encore très très présent. Donc il ne faut pas raisonner simplement comme ça avec un chiffre, voilà, ça va coûter 7 milliards. Il faut aussi voir ce que ça va rapporter, ce qui me semble totalement important. Et ensuite, si Paris a été finalement la seule candidate pour 2024, c'est aussi que c'était un projet pas trop cher, et je mets des guillemets à pas trop cher, mais c'est-à-dire qu'un projet écologique qui faisait la part belle aux structures déjà existantes. La ville va pas être révolutionnée. On part du présent, de ce qu'il y a dans la ville, et ensuite on installe un événement à l'extérieur. C'est important de le souligner, ça. On ne part pas de rien, et on ne se dit pas on va bâtir un immense village. C'est pas Sochi, quoi. Paris. C'est autre chose que ça. On profite aussi de l'existant. Il faut le rappeler tout de même. Oui, des risques de dérapage, il y en a bien sûr. On ferait plus grand-chose si on pensait qu'à ça. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Guillaume Doyen, pour les jeunes. Qu'est-ce que ça va amener aux jeunes de ce pays dont on sait qu'ils sont en grande attente de beaucoup de choses ? Ce que ça apporte, si vous voulez, aux jeunes, c'est plein d'exemples de réussite. C'est l'exemplarité. Oui, c'est l'exemplarité. Et puis, Nathalie me rappelait tout à l'heure qu'on a un pays maillé par les fédérations, par les clubs, qu'à l'école, le sport est obligatoire. Ça, c'est le défi de les impliquer tout de même. Mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Je vous assure que dans les écoles, on parle des Jeux Olympiques parce que les écoles parisiennes ont été impliquées dans la candidature de Paris 2024. Donc non, vraiment, en France, le sport à l'école est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Donc on voit bien que non, c'est la candidature de tout un pays. Voilà. Nathalie Moret tout à l'heure pour le débrief de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera notre invité. Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements, des régions. C'est la baisse du nombre d'élus locaux qui enflamme la campagne des sénatoriales, avec un dossier qui est explosif pour les conseillers municipaux, vous écrivez, qui forment 95% du corps électoral de ces sénatoriales. Si vous permettez, je vais remonter un petit peu. Ça remonte à une déclaration de mi-juillet de Macron, ici même au Sénat, à la Conférence nationale des territoires, où il dit « il faudrait baisser le nombre d'élus locaux ». Et le gros bataillon des 600 ou 700 000 élus locaux en France, évidemment, ce sont des conseillers municipaux de petites communes. Et ils l'ont pris pour eux directement. Ils l'ont mal pris, car ils sont bénévoles. Surtout que c'est, j'allais dire, un job difficile. C'est un job difficile, c'est un job qui demande beaucoup d'implication, et surtout, c'est un job qui est extrêmement utile. Dans une commune rurale isolée, l'élu local, le conseiller municipal bénévole, s'il consacre 4, 5, 10 heures
à son mandat, c'est 10 heures gratuites, si vous voulez. C'est même quelque chose qu'on peut traduire en nombre de TP, pour parler tout à fait techniquement. En réalité, c'est de la main-d'œuvre gratuite. C'est une force de travail aussi et d'implication dans la communauté rurale qui compte. Donc ça, ils l'ont mal pris. Et vous venez de le dire, c'est eux. C'est ces gens-là qui vont élire les sénateurs, là, l'élection du 24. Ça va impacter la campagne du 24. Ça peut l'impacter. C'était une remarque que le président de la République aurait dû peut-être préciser. Alors, le point de vue d'un élu de la Nouvelle-Aquitaine, le sénateur Jacques Loza, dans la Gazette, sénateur PS de la Creuse, il dit « La conviction personnelle d'Emmanuel Macron ne repose sur aucune demande d'aucun parti, d'aucune association, d'élus, d'aucun candidat à une quelconque élection que ce soit. » Oui, mais cela dit, on peut quand même se rappeler autre chose, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, avait posé par exemple le principe, c'est pour ça que Macron aurait gagné à être plus clair, je pense. C'est le fantasme de la démocratie directe, dit-il d'ailleurs. Oui, alors, on peut réduire le nombre d'élus. On peut aussi considérer par exemple qu'on a des élus régionaux, des élus départementaux, et que ça, on pourrait les fusionner. Rappelez-vous du conseiller territorial. On peut aussi dire que la métropole du Grand Paris, que peu de gens connaissent, a quand même 209 élus rémunérés. C'est beaucoup, si vous voulez. Celle d'Aix-Marseille aussi, il y en a beaucoup. Donc il y a quand même, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de problème et on continue sur le même rythme. On peut quand même regarder les dépenses, mais je pense que là, en l'occurrence, il fallait être un petit peu plus précis quand même sur ce qu'on souhaitait faire, parce que ceux qui se sont sentis visés au premier chef, c'est les élus des petites communes qui, eux, franchement, on ne peut pas dire que ça leur apporte beaucoup d'argent. Ceux qui sont indemnisés le sont peu, les maires et les maires adjoints en l'occurrence. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. Merci Nathalie Moret de l'Est Républicain ce matin. On vous retrouve pour le débrief de notre invité politique dans Territoire d'Info. Dans quelques minutes, nous recevons Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. A tout de suite avec lui. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des territoires.